Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous qui êtes là avec nous ce matin. Il est 9h31. Nous sommes à l'heure pour démarrer cette journée. Alors, on va attendre quelques minutes encore que tout le monde nous rejoigne, puisque nous attendons encore quelques personnes, ce qui va me permettre de partager ma présentation, que j'espère vous voyez bien. Et on démarre dans 2-3 minutes, le temps que tout le monde arrive. Euh, donc, voilà. J'ai dit 2-3 minutes, ça sera plutôt 1 minute. Il est temps de commencer, c'est parti. Donc, comme je vous le disais, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie d'ouvrir ce Fan Voice Day. Je suis Julie Devinant, directrice générale adjointe de Fan Voice. Je vous remercie infiniment d'être là ce matin avec nous pour cette journée de webconférence, de networking, de présentation. C'est la deuxième qu'on organise en distanciel, contexte oblige. Et c'est une journée qui nous permet un petit peu de secouer toutes les problématiques des communautés, de la co-création et d'alterner point de vue d'experts et retour d'expérience d'utilisateurs de la plateforme FanVoice. Pour commencer cette journée, qui va donc se dérouler jusqu'à 17h environ aujourd'hui. On vous offre aussi un outil qui vous permet d'interagir entre vous, visiteurs, participants, speakers, exposants, puisqu'on a vraiment créé un écosystème qui permet les échanges de bonnes pratiques lors des conférences et en dehors des conférences. Il y a un outil de chat qui vous permet de discuter sur la droite, comme vous le savez, c'est tout à fait classique dans un outil digital. Et je vais commencer en remerciant infiniment les partenaires qui ont rendu cette journée possible, et notamment Opinionway, Equancy, Zay et Letmotiv, dont Enguerrand Spindler, notre PDG, parlera dans la keynote numéro 2 de la matinée que je vous invite évidemment à suivre. ECAP Digital, qui est un partenaire de communication de cet événement. Merci à eux d'avoir accepté d'être partenaire et pour certains speakers, notamment Equancy, que nous accueillons dans cette table ronde d'ouverture. Je vais aussi vous rappeler rapidement le programme de la journée. Je vous disais, on a un certain nombre de tables rondes et d'ateliers qui vont se dérouler tout au long de la journée. On ouvre avec un échange autour des mythes et réalités des communautés clients avec nos 3 speakers, je vous présente dans un instant. On enchaînera à 10h30 avec une keynote Fan Voice de présentation de notre roadmap produit et de la vision stratégique de l'entreprise. Nous aurons le témoignage de Somfy en fin de matinée sur la thématique quand vos clients sont vos meilleurs partenaires et le retour d'expérience de l'animation des communautés grand public et collaborateurs de l'entreprise depuis 5 ans maintenant. En début d'après-midi, on aura le témoignage d'Eiffage qui nous expliquera comment RSE et intelligence collective sont réconciliables au bénéfice de la performance de l'entreprise. On aura un beau deep dive sur notre outil d'analyse sémantique, piloté notamment par notre directeur des études et notre directeur R&D, pour vous expliquer tous les détails de cette fonctionnalité de notre produit et répondre à vos questions. Et enfin, on terminera la journée avec un atelier autour du ROI des communautés avec les cas AG2R La Mondiale et Crédit Agricole Consumer Finance. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire ou à vous connecter quand ces keynotes commenceront. On vous espère évidemment nombreux. Et je vais
bien sûr commencer hop, en déroulant. N'hésitez pas à me dire, j'ai l'impression que mon écran est peut-être un peu lent, en tout cas, je vais être patiente. Mythe et réalité des communautés clients. On souhaitait ouvrir la journée avec quelque chose un format un petit peu différent en réunissant 3 points de vue complémentaires sur ce sujet pour agiter ce sujet des communautés. Donc, c'est avec grand plaisir que j'accueille ce matin 3 speakers d'exception. Allez, je vais les présenter de la sorte, que sont Guillemette Jacob des Sentinelles, Laurent Capion de Starcom, du groupe Publicis Média, et Bertrand Détailleur des Quancy. Je vais vous les présenter en quelques mots et puis ensuite je vais les lancer sur les sujets qui les concernent. Guillemette, tu as travaillé 20 ans dans des fonctions marketing communication dans des grandes entreprises, notamment agroalimentaires et services. Tu as aussi été directrice marketing communication d'Eurostar, où tu as initié une partie de la transformation de l'entreprise et de ses parcours autour de la raison d'être. Et puis, tu as été amenée à fonder les Sentinelles, dont tu vas nous parler plus spécifiquement aujourd'hui, qui est une communauté participative en santé qui sera au cœur de ton intervention. Laurent, tu as passé la moitié de ta carrière côté institut et agence conseil en marketing, en accompagnant les équipes sur des problématiques de génération d'insights, de développement de nouveaux concepts, innovation, positionnement, etc. Tu as également passé une moitié de ta carrière côté client chez Unilever, Heineken, Campbell's, au sein de département marketing, toujours sur des dimensions insight et marketing stratégique. Tu intègres Starcom en février 2015 en tant que directeur de la stratégie avec l'équipe du planning stratégique, en travaillant sur des problématiques, encore une fois, de consumer insight et bien plus, compréhension des individus, évidemment articulée sur le média et le contenu. Et en octobre 2018, tu prends la codirection de l'agence Starcom. Et enfin, Bertrand Détailleur, tu es associé chez Quancy, cabinet conseil en stratégie et data, et tu en diriges la practice relations d'exception et expérience client. Tu es un véritable expert des stratégies clients, de la transformation client, et tu conseilles depuis 20 ans maintenant de grandes marques telles que Picard, Célio, Hermès, Chloé, j'en passe, et des meilleurs dans leur stratégie client et le design de relations d'exception. Et tu as un point de vue affûté sur la problématique des communautés et c'est pour cela que je vous ai réunis tous les trois aujourd'hui. C'est pour échanger justement sur ces problématiques de communauté, pour un petit peu repousser les limites de ce que l'on en connaît et pour donner quelque chose d'un peu différent à voir de cette problématique communauté. Et Laurent, tu vas ouvrir cette session et notamment sur une problématique que tu as travaillée à travers une étude qui a été menée chez Starcom en début d'année, si je ne dis pas de bêtises, sur la proximité et la redéfinition de la notion de proximité. Donc, je veux bien que tu nous en dises un petit peu plus et notamment ce que ça t'inspire pour le sujet des communautés. Ok, vous m'entendez bien? Parfaitement. Bon, super. Ok, donc cette étude, effectivement, c'est une étude qu'on a réalisée en février 2021, donc c'était vraiment dans une période un peu complexe pour individuellement, collectivement. Et en gros, l'idée, c'était de se dire que dans ce contexte un peu compliqué, notamment de distanciation sociale, et qui pose un certain nombre de problèmes pour certaines marques qui dépendent vraiment du point de vente physique, en fait, comment les individus redéfinissent cette thématique de la proximité avec les marques. Donc en fait, on a réalisé une grosse étude, on a demandé aux gens qu'est-ce qui fait que vous êtes proche ou non d'une marque dans ce contexte un petit peu compliqué. C'était un peu en quali, et puis ensuite on est passé en quanti pour quantifier tout ça. Donc cette étude, elle est disponible, hein, c'est un truc qu'on a publié, que je pourrais même vous faire passer si elle vous intéresse. Il y a tout un tas de dimensions dans l'étude, j'ai gardé vraiment une toute petite partie pour pas passer trop de temps et pas monopoliser la parole. Mais en gros, qu'est-ce qu'elle nous raconte? En fait, quand on demande aux gens, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez proche ou non d'une marque aujourd'hui, en fait, il y a 6 grandes dimensions qui ressortent, qui sont les 6 dimensions qui sont ici. Et il y a 3 dimensions qui vont vraiment se détacher. Donc la première, et c'est probablement, je reviendrai dessus parce que c'est l'élément clé de cette présentation, c'est ce qu'on a appelé la proximité sociétale.
puisque c'est la première dimension d'attente des gens par rapport à leur relation de proximité avec les marques. C'est très important, parce que là on a mis le pourcentage très important, c'est très important pour 36% des individus. Ça veut dire que 36% des individus nous disent, pour se sentir proche d'une marque, il faut qu'elle agisse de manière responsable dans son environnement, dans son écosystème, dans ce qu'elle va pouvoir faire finalement pour la société, pour le nous, pour le collectif. Ça, c'est le premier point et donc le premier niveau d'attente. Deuxième dimension, et qui probablement aurait évolué aujourd'hui si on réalisait la même étude, c'est ce qu'on a appelé la proximité reptilienne. Vous savez tous que pendant cette crise, notre cerveau reptilien a marché vraiment à pleine ébullition. Ça a créé, en fait, dans ce contexte un peu inédit, toutes les angoisses, toutes les craintes, tout le stress qu'on a vécu vient vraiment de ce cerveau reptilien. Hein. Et du coup, ça a aussi amené les marques dans cette période-là à remettre finalement sur la table des éléments de réassurance, de transparence, réinsister sur des éléments vraiment fondamentaux, presque de la première brique de réassurance, qui sont importants et qu'on avait peut-être oubliés, mais tout simplement parce qu'en fait, pour répondre à cette crainte et à ces angoisses, il faut réassurer les gens, même au niveau des marques. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec un certain nombre de nos clients, nous, qui ont retravaillé sur tout ce travail de réassurance. Et troisième dimension, avec 33% de très important, c'est ce qu'on a appelé la proximité d'usage, qui est vraiment cette notion d'apporter dans un contexte un peu compliqué, finalement, des produits, des services, des propositions qui sont essentielles pour les gens. Donc, il y a une dimension financière déjà là-dedans. On est quand même dans une période, évidemment, de crise, enfin, en tout cas, de crainte par rapport au porte-monnaie. Et c'est aussi proposer des choses qui sont essentielles. C'était très intéressant, d'ailleurs, pendant la crise, de voir que la dimension innovation était plutôt à distance et que les gens revenaient vers quelque chose de rassurant, de patrimonial, etc. Et ensuite, on a les autres dimensions. Je ne vais pas m'attarder parce que je pourrais passer pas mal de temps. Ce qui est assez intéressant et ce qui nous a frappé et ce qui est aussi toujours d'actualité, puisque quand on voit les études plus récentes qui sortent, c'est cette dimension de proximité sociétale où finalement, quand même, moi j'étais assez surpris. Ce n'était pas quelque chose d'évident que quand on demande aux gens qu'est-ce qui est important pour se sentir proche de vous, hein, ce n'était pas une question qu'est-ce qui est important dans une marque, qu'est-ce qui est important pour vous sentir proche d'une marque, toutes ces dimensions de proximité sociétale arrivent en tête. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, je trouve, dans cette étude et dans ce qu'on peut voir aujourd'hui, probablement dans les mois, les semaines qui vont venir, pour nous en tant que marketeurs ou en tant que gens de communication, c'est de se dire finalement que ces enjeux collectifs, qui pouvaient d'une certaine manière à une époque un peu nous dépasser l'individu, et à être sur un truc qui est un peu loin de nous, la planète, l'environnement. D'ailleurs, c'était assez intéressant de voir même dans les stratégies de marque, c'était souvent ces dimensions RSE, des choses qui étaient un peu à côté, qui étaient un peu en périphérie et qui n'étaient pas au cœur des purposes de marque. Aujourd'hui, en fait, c'est une dimension essentielle qui rejoint l'intimité, qui rejoint vraiment l'individuel. Et donc, on a finalement cette convergence du nous et du je qui est en marche, qui est en œuvre. Et ça, je trouve que c'est intéressant, évidemment, dans l'absolu, pour toutes les problématiques de RSE, de responsabilité des marques. Ça questionne la manière de travailler ça. Mais je trouve aussi que c'est assez intéressant sur la thématique du communautaire, parce que finalement, le marketing communautaire, c'est aussi être capable de faire compte ces besoins, ces désirs, ces envies, ces combats qu'on a à titre personnel, ces étendards finalement, et ce qui va rassembler en fait plus largement un groupe d'individus, une tribu, peu importe comment on les appelle, mais que du coup, ça concerne un groupe et de manière beaucoup plus collective. Donc c'est cette convergence qui est très intéressante à prendre en compte, je pense, pour nous collectivement, dans la manière dont on va travailler nos marques à l'avenir. Si on parle de marques, en l'occurrence, mais c'est la même chose quand on est une association, quand on est un parti pris, un acteur en fait qui communique. Alors après, on a peut-être des illustrations. Je ne sais pas, Julie, ouais, tu voulais que je parle peut-être d'illustrations. Peut-être avant, Laurent, Ouais. j'ai une question. Donc, je me permets, j'invite tous ceux qui en ont à le faire directement dans le chat où tu parles d'une convergence du nous et du je. Ça veut dire est-ce que ça veut dire que l'individualisme a tendance à s'effacer pour plus de collectif, ou que c'est le collectif qui s'efface? Concrètement, ça… C'est une très bonne question et en fait, c'est les deux.
C'est les deux, parce qu'en fait, c'est très intéressant de voir, si je mets de côté la proximité reptilienne, c'est le fait de voir cette proximité sociétale qui arrive en tête, du coup, avec 36%, mais quand même, juste derrière, cette proximité d'usage à 32% ou 33%, ouais, 32%, et qui finalement correspondent à des enjeux très différents, parce que, pour le coup, la proximité sociétale, elle est très collective, elle est très citoyenne, et en même temps, elle m'inclut, moi, en tant qu'individu, dans cette histoire-là, là où la proximité d'usage est hyper individuelle. Et d'ailleurs, un des éléments des conclusions de l'étude, c'est de dire en fait qu'il va falloir trouver un équilibre entre ce qu'on a appelé le macro-purpose et le micro-purpose. C'est toute la difficulté, hein, mais c'est tout le côté très excitant pour des marques, c'est d'être capable à la fois de répondre à tous ces enjeux collectifs, mais qui ne sont pas juste sur une société qui est un peu hors de moi, qui m'inclut en fait directement là-dedans, tout en prenant compte euh, tout en tenant compte des spécificités presque de chacun des individus et de cet archipel français, si je puis dire, hein, pour reprendre Fourquet, qui montre en fait une énorme polarisation des individus, qui montre en fait des préoccupations très spécifiques et qui sont pour le coup très individuelles. Et donc il faut qu'on arrive voilà, à trouver un peu cet équilibre-là. C'est un peu comme ça qu'il faut qu'on arrive à travailler. L'individuel pur et la société, le nous collectif qui m'inclut aussi en tant qu'individu et pas quelque chose qui est périphérique, éloigné de moi et qui va concerner une sorte de planète qui est lointaine et qui finalement m'intéresse pas dans mon quotidien. C'est une très bonne question. C'est vraiment cet équilibre-là qu'il faut qu'on arrive à trouver. Ok. Non, mais qui est très résonnant sur des problématiques médias, sur des problématiques de messages de marque. Et justement, effectivement, on avait discuté en préparant cette table ronde à peut-être un ou plusieurs exemples qui illustrent aussi, du coup, pour les marques, tout ce que cette nouvelle définition de proximité peut appeler. Et je crois que tu voulais nous parler de cet exemple en particulier qui illustre bien le sujet. Ouais, alors j'aurais pu parler de grandes boîtes, hein, de grandes marques. Il y a une marque, par exemple, que j'adore, que vous pourrez regarder, je trouve, qui répond bien à ce nous et ce jeu et qui fait le truc hyper bien. Bon, c'est la marque Glossier, que vous connaissez peut-être dans l'univers du skincare, du maquillage, de la beauté. Mais là, j'ai choisi en fait une plus petite marque que je trouve très intéressante. Donc, Katia Sanchez, c'est quelqu'un qui a créé il y a une quinzaine d'années, alors une marque qui parlera peut-être un peu plus aux femmes qu'aux hommes, mais qui s'appelle Des Petits Hauts, qui était une marque vraiment de prêt-à-porter, qui est devenue une très très grosse marque avec énormément de boutiques. Je crois qu'il y a une centaine de boutiques en France. Bon, elle a quitté en fait Des Petits Hauts, qui est devenu trop gros et surtout qui correspondait plus vraiment à sa vision de la mode et du prêt-à-porter. Et la mode et le prêt-à-porter, je trouve que c'est un exemple très intéressant par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure de la proximité sociétale, parce que c'est à la fois un sujet très intime, très personnel, et c'est en même temps, on sait, une des industries les plus polluantes de la planète. En fait, qu'est-ce qu'elle a fait, Katia? Elle est passionnée, Katia, par les pulls. Voilà, c'est un objet qui l'anime depuis hyper longtemps. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a voulu lancer une marque de pulls responsable en mohair, donc une marque éthique. Donc elle va travailler avec tout un tas d'un écosystème hyper responsable, enfin de A à Z. Elle travaille avec une petite communauté de gens qui l'entourent. C'est que des matières responsables et surtout son point de départ, parce qu'elle a fait énormément de recherches sur le prêt-à-porter et la problématique de la pollution, en fait, c'est que de la précommande. C'est-à-dire qu'en fait, elle refuse de faire de produire des pulls pour produire des pulls. Elle ne produit des pulls que quand il y a des commandes. Et ça veut dire, par ailleurs, que du coup, les gens attendent 2-3 mois avant de récupérer leurs pulls. Donc, je la connais bien, je l'ai un peu aidée, on en a discuté. Et vraiment, c'était un pari c'était pas gagné de se dire que ce truc-là allait fonctionner. Hein. C'est des pulls qui coûtent en moyenne entre 150 et 250 euros, donc en plus, c'est pas donné. Donc moi, je disais, enfin, ton système de précommande, attendre 2-3 mois. Mais voilà, elle avait cette conviction, elle avait ce combat-là, puisque encore une fois, quand on parle de communauté, et pour la personne qui lance cette communauté, il y a cette notion de combat, et elle y est allée. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'elle a été un peu dépassée par le succès et par l'engouement
la communauté qu'elle a réussi à créer. Donc, elle a évidemment c'est utilisé les canaux du social comme le principal canal en fait de communication. Et en fait, elle a une communauté qui est arrivée vraiment en organique, hein, sans avoir à payer tout ça, mais qui est arrivée en fait assez vite et qui s'est finalement retrouvée dans ce combat et dans ce nous et ce jeu dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à la fois être hyper attirée par des beaux produits qui sont des produits de qualité, qui ont une vraie esthétique, elle a vraiment une manière de travailler sa ligne qui est hyper intéressante. Et en plus, ce combat très fort de dire, en fait, moi, dans ma communauté, si ça vous intéresse, en tout cas, je fais les trucs un peu différemment. Je ne fais pas de promotion. C'est des collections qui sont des collections courtes. Je ne vais pas être sur des trucs hyper larges. Et c'est de la précommande. Donc, ça veut dire que vous commandez votre truc et vous acceptez en fait d'attendre. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça résonnait sur une communauté de femmes qui se sont retrouvées en fait dans ce combat-là, à la fois à travers le produit lui-même, mais à travers aussi l'engagement qu'elle a pu avoir. Et là, donc, c'est quelques sélections hein, de commentaires qu'on peut retrouver sur sa communauté, qui sont à la fois des éléments qui sont liés au produit, mais qui sont aussi liés à ce combat d'une mode différente, d'une mode responsable, et qui fait évoluer aussi les pratiques globalement de la mode en général. Parce que c'est ça aussi dans la communauté, c'est d'être capable au sein de la communauté de faire tout un tas de choses, mais d'avoir aussi un impact d'amplification en dehors de la communauté, je trouve. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc voilà, je trouve que c'est un exemple rapide, hein, puisque je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais je trouve que c'est un exemple intéressant qui correspond bien à cette notion de proximité sociétale et qui résonne à fond avec tout un tas de préoccupations d'individus et qui demande aussi des contraintes, d'une certaine manière. Super, merci beaucoup Laurent. Je trouve, ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire aussi, c'est l'idée que la communauté, parfois, elle dépasse en fait. Et il y a cette idée qu'elle va parfois au-delà, elle est parfois là où on ne l'attend pas. Et du coup, ça peut être aussi un accélérateur. Et ça va me faire une parfaite transition. Merci beaucoup Laurent pour ton témoignage. Une parfaite transition avec Guillemette, où tu vas nous raconter aussi une histoire de communauté, qui est la communauté Les Sentinelles. Je pense qu'il va y avoir quelques éléments de similitude avec ce que Laurent vient de dire, puisque, effectivement, les Sentinelles, c'est un sujet également tout à fait singulier, et je crois que c'est aussi une communauté qui te dépasse par certains aspects. Ton micro est coupé, Guillemette. Nous ne t'entendons pas. Évidemment. Oui, bonjour à tous. Et je suis complètement d'accord. D'abord, cette communauté me dépasse complètement et je n'avais jamais pensé à cette articulation entre le je et le nous. Merci Laurent, parce que c'est exactement ce que nous faisons au quotidien. Alors, Sentinelle, en quelques mots, que vous compreniez, nous sommes une association dont la vocation est d'accélérer la recherche contre le cancer en réglant un problème que la société civile connaît peu, mais qui est la difficulté que rencontrent les chercheurs à recruter des volontaires pour participer à la recherche contre le cancer. Historiquement, les recrutements se faisaient en consultation et c'était très long, ça prenait sur le temps de soins, c'était globalement pas efficace. Et notre activité à nous, c'est de recruter ces volontaires pour que les études soient menées plus rapidement. Nous travaillons avec la recherche académique. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a copié ce que font les panels en ligne, si ce n'est que le nôtre est dédié à la recherche contre le cancer. Et je dis ça à dessein, c'est-à-dire qu'au départ, on s'est vraiment pensé comme un panel en ligne, et c'est qu'en avançant, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on avait créé une communauté, et une communauté qui articule le nous et le je. Julie, si tu veux... Hop. Donc, rapidement, combien est-ce qu'on a de sentinelles dans la base ? On en a un peu plus de 35 000. On existe depuis 2013. Et cette communauté, elle est très diverse, beaucoup plus que ce que notre nom pourrait laisser à penser, puisqu'on a à la fois des hommes et des femmes. On rassemble des personnes qui sont malades et des personnes qui ne sont pas malades, parce que la recherche contre le cancer a besoin des deux populations. On travaille sur tous les cancers,
Et on met au même niveau, parce que ça nous paraît absolument essentiel dans cette recherche de collaboration, les citoyens et les chercheurs. Nos résultats depuis les 8 ans que nous sommes en ligne, nous avons mené 40 études sur le site, et ce qui a généré un peu plus de 45 000 participations uniques. Alors, ça peut vous paraître pas énorme si vous avez l'habitude de faire des études consommateurs, mais c'est absolument énorme pour des chercheurs académiques qui parfois menaient des études avec 30 personnes parce qu'ils n'arrivaient pas à en trouver plus. Et je peux vous donner des exemples d'études qui sont menées sur le site pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que ça veut dire que de participer à une étude sur Sentinelle. En ce moment, on a 2 études en ligne. Enfin, on en a plus, hein, mais 2 dont je vais vous prendre l'exemple. La première, c'est une étude sur le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est une loi qui aide les patients ou les anciens patients à avoir accès à une assurance emprunteur. Et cette loi est en cours depuis 2016, je crois. Et donc là, on va évaluer son efficacité, et peuvent participer des gens qui ont été malades et des gens qui n'ont pas été malades. On a aussi une étude, donc, et là, il faut remplir un questionnaire. Ça prend 10 minutes, entre 10 et 20 minutes en fonction de votre profil. On a aussi une étude où on demande à des femmes qui ont une mammo négative, qui n'ont jamais eu de cancer du sein, qui ont une mammo négative de moins de 3 mois, de dormir avec une lingette contre le sein pour voir si les chiens savent détecter le cancer avec leur odorat. Donc voilà, on a une grande diversité d'études sur le site. Ce qui est important pour notre communauté, c'est qu'on les informe toujours de ce à quoi elle s'engage à l'avance, et que globalement, s'inscrire à Sentinelle, c'est rejoindre une communauté et pas nécessairement que participer aux études. Et justement, quels sont les outils qu'on utilise ? Et c'est là où je vous dis qu'on s'était plutôt pensé comme un panel au départ plutôt que comme une communauté, mais il se trouve que la communauté est née. Et c'est là où Julie a raison, elle me dépasse complètement. On utilise des newsletters qu'on envoie tous les mois. On utilise bien sûr les réseaux sociaux, et puis on utilise les lives pour des lives qui sont des webconférences durant lesquelles on donne la parole aux chercheurs pour qu'ils puissent, et on fait dialoguer les chercheurs avec les sentinelles pour qu'ils puissent échanger sur les résultats des études. Moi, par rapport à cette articulation qu'évoquait Laurent sur le je et le nous, il est évident que ce qui rassemble les sentinelles au départ existe en dehors de nous, et c'est leur rapport au cancer. Mais nous, on leur rappelle régulièrement qu'elles contribuent, qu'elles sont utiles. Et nos leviers pour les engager dans la communauté, du coup, sont extrêmement classiques. On parle de contribution, on travaille beaucoup sur l'incarnation, on travaille beaucoup sur l'information. Moi, je m'assure toujours que dans chacune des newsletters, il y ait quelque chose pour elles, qu'elles y apprennent quelque chose. Et puis, on travaille beaucoup sur la gratitude et sur la reconnaissance. Et je voudrais terminer sur une citation qui a été faite par Suzette de la Loge. Vous, ça vous dira rien, mais pour moi, c'est une grande déesse de la recherche contre le cancer qui travaille à Gustave Roussy et qui parle de sentinelles encore mieux que je ne pourrais le faire, et qui dit: pour moi, les sentinelles sont un symbole d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle santé où les personnes sont plus actives dans un rapport d'égal à égal avec les médecins. Avoir ce rapport direct, partager, être ensemble, c'est super important. Les sentinelles sont très emblématiques de ce changement, en donnant la capacité aux personnes d'être des acteurs de la recherche, sans attendre que la recherche fasse quelque chose pour elles. Elles jouent un rôle fondamental pour rééquilibrer les rapports dans le monde de la médecine. Vous avez entre vos mains la capacité à faire avancer la science, la médecine, la société et vous-même. Voilà, et je terminerai juste en disant que souvent on me renvoie, et là encore, on me renvoie que je fais de la politique avec cette communauté, et je pense qu'effectivement, les communautés, aujourd'hui, c'est politique. Alors, merci. Tu ouvres un potentiel débat sur ce sujet
communauté politique. Je vais le mettre un tout petit peu de côté. Je vais juste reprendre dans la belle citation que tu viens de nous partager. Je trouve qu'il y a des mots-clés qui sont l'idée d'égal à égal. Nous, on a l'habitude de parler de toutes les parties prenantes, qui est notre élément de langage qui va dans ce sens de cette horizontalisation d'une certaine façon de la participation au sein d'une communauté. Évidemment, le partage, l'être ensemble, c'est ce qui fait le fondement de ces élans-là. Et l'idée de donner la possibilité d'être acteur. Et je crois que c'est ça aussi qui est hyper important. Ça rejoint le purpose de la communauté. Ça rejoint l'idée que ce sont à la fois des communautés qu'il faut encadrer et des communautés qui avancent et qui font aussi avancer les choses par elles-mêmes. Et je trouve que c'est très intéressant et ça va me permettre de faire une transition vers la prise de parole de Bertrand en rebond de ce que tu viens de dire. Ce que je trouve intéressant, l'exemple de Laurent avec les pulls de Katia Sanchez, ton exemple, Guillemette, on est sur des univers qui sont très différents, mais il y a des convergences. Et je sais qu'aujourd'hui, dans l'assistance, on a des personnes qui sont d'univers très divers et variés, que ce soit de la banque, de l'assurance, du retail et d'autres univers. Et il se trouve que nous aussi, chez Fanvoice, on travaille dans ces différents univers et on sait qu'on peut établir également des REX, évidemment, et des best practices ou des worst practices sur ces thématiques communautaires. Et donc, ça me semblait tout à fait logique d'interroger Bertrand sur ce sujet-là, d'autant plus que Bertrand a écrit une tribune au titre tout à fait délicieux que je vais essayer de ne pas écorner, qui est les 7 raisons qui pourraient faire échouer votre communauté. Et ça permettra aussi de répondre à une question qui nous a été posée dans le chat par David, qui nous demandait s'il y avait des tips pour lancer une communauté. Eh bien, Bertrand, je te propose de nous en dire un petit peu plus, notamment sur les raisons qui pourraient faire échouer une communauté. Et vous allez voir encore une fois des convergences avec ce qui vient d'être dit. Ouais, merci Julie. Alors, avant de dire tout ce qu'on peut faire pour réussir à échouer, pour reprendre un célèbre titre d'un bouquin non moins fameux de Paul Václavic, on va quand même dire déjà ce qui fonctionne. Il y a 40%, et qui en rebond de ce qui vient de dire Guillemette et Laurent, il y a une étude OpinionWay qui est particulièrement fondatrice sur l'essor des communautés. C'est que 40% aujourd'hui des Français sont prêts à rejoindre une communauté si elle partage en effet ses valeurs. C'est-à-dire si on est dans cette proximité sociétale que vient de dire, et reptilienne, que vient d'exposer Laurent. Donc 40%, c'est juste énorme à l'échelle de la France. Si on considère qu'on a 63 millions, ça fait quasiment 25 millions de gens qui peuvent se reconnaître dans ce fameux « nous ». Et je dirais ensuite, dans les communautés, l'avantage que ça a, c'est que, pour reprendre l'articulation entre ce jeu et ce nous, c'est qu'il y a une notion pour moi de communauté furtive. C'est-à-dire on peut avoir des communautés variées et des communautés successives. Et c'est l'avantage. Il y a ce côté très engageant. Je vais me retrouver autour de valeurs communes, de combats, d'engagement. Et puis, je peux aussi évoluer dans ma vie, dans mes centres d'intérêt, dans mes passions, et trouver aussi des communautés dans lesquelles je vais partager ça. Il s'est passé quelque chose aussi extraordinaire avec le confinement, c'est qu'on a vu l'usage des réseaux sociaux augmenter de 61% à l'échelle mondiale. C'est une étude d'Iman qui est parue en juin 2020. Et donc, vous imaginez 61% d'usage en plus des communautés. Et ça, pour moi, ça répond vraiment à une espèce de triple besoin. Ce besoin de proximité, je rejoins complètement Laurent sur ce sujet, et les marques, pour répondre à ce besoin de proximité avec leurs consommateurs, avec les citoyens aussi, avec leurs clients, ouvrent de plus en plus de canaux. Voilà. Ce besoin de lien, il ne s'agit pas juste d'avoir accès à, mais d'être en relation, de créer des liens, d'être en véritable conversation permanente avec les marques. Et là-dessus, la communauté est bien évidemment un merveilleux levier d'activation client pour échanger, se retrouver, partager ses points de vue, poser ses questions, échanger de pair à pair ou voir des points de vue d'experts. Et puis le besoin d'authenticité. Et là, on retrouve aussi, quand Guillemette dit ça nous met d'égal aussi à égal avec les médecins, je pense aussi que l'avantage de la communauté, c'est ce fameux C2C, de consommateur à consommateur. Je ne suis pas, entre guillemets,
pollué par du marketing. J'ai un vrai point de vue authentique d'usager, de consommateur, de citoyen, de quelqu'un qui connaît le produit, qui l'a goûté, qui l'a testé, qui l'a éprouvé, et j'échange avec lui sur ce sujet-là. Voilà. Et ça explique pour moi le fabuleux essor, je dirais, de ce superbe levier d'activation client qui est la communauté. Maintenant, quand on regarde, je dirais un peu le revers de la médaille, on s'aperçoit qu'il y a des communautés qui ont échoué. Et pourtant, des communautés qui étaient vachement bien ficelées au départ. Hein. Si on prend par exemple Bio c'est nous, la communauté de Bio c'est bon, qui avait un super purpose de départ, hein, basé en effet sur, on connaît tous la marque Bio c'est bon, le bio, la nature, les filières courtes, etc. Une communauté d'entraide aussi pour se donner des tips aussi entre clients de bio c'est bon. Par exemple, j'ai un problème de nourrice, de crèche, et ben, je peux demander à la communauté Bio c'est nous si quelqu'un connaît une nourrice ou une crèche, parce que je partage, au-delà de l'amour pour les produits bio, eh bien, un sentiment d'entraide et de respect. Et cette communauté, elle a échoué. La communauté C'est vous aussi du groupe Casino. Il y avait plus de 300 000 membres à un moment. Et puis, donc, beaucoup de gens sont montés sur cette communauté et on a demandé trop de choses à cette communauté. Hein. C'est la première raison, je dirais, d'échec, c'est-à-dire on a pensé bénéfice marque avant de penser bénéfice client. Et dans, en effet, cette communauté, il y a toujours cette espèce de contrat relationnel qui doit être extrêmement clair entre la marque et les gens qui vont rejoindre la communauté. Qu'est-ce qu'on me demande? Quel est le type de contribution que vous souhaitez? Il faut bien évidemment que ce soit gagnant-gagnant. Et une des raisons d'échec potentiellement de cette grande communauté, hein, puisque réussir à fédérer 300 000 membres, c'est absolument pas anodin, donc c'est une réussite aussi à un moment, mais on lui a demandé de faire des études, on lui a demandé de donner son avis sur les produits, on lui a demandé de co-construire les nouveaux services marketing de demain, on lui a demandé de recruter et de faire de l'ambassadorship. Et à la fin, les membres s'y sont un peu perdus et on ne savait plus finalement quelle était la vocation première de la communauté. Donc ça, c'est important de cadrer justement dès le départ et de construire, je dirais, un contrat relationnel gagnant-gagnant entre la marque et les adhérents de la communauté. La deuxième raison d'échec, elle est très corollaire, mais on peut dire que quand on regarde ce qui se passe sur les communautés, il y a 4 typologies de communautés majeures. Je parle ici plutôt de communautés de marque, hein, bien évidemment. Il y a des communautés d'inspiration, voilà, comme Auchan et moi, où j'échange des recettes, des tips, etc., pour mieux utiliser mes produits. Il y a des communautés de co-construction, hein, comme Decathlon et moi, qui, avant de lancer ces nouvelles lignes de maillots de bain, hésitent entre différents motifs et donc fait valider ses propositions à ses clients, écarte les mauvaises et met en production les produits, je dirais, ou les looks, les styles les plus plébiscités par ses clients. Il y a les communautés d'engagement, d'entraide, pardon. Et donc ça, c'est la fameuse communauté Blablacar, hein, aussi, où voilà, on sent bien là aussi c'est une communauté gratuite, où on ne rémunère pas les membres, où on se donne des coups de main, et ça fonctionne comme ça, et ça fonctionne merveilleusement bien. Et puis enfin, les communautés d'études, comme celle la plus fameuse, hein, c'est en tous les cas une des très belles pratiques, c'est la communauté EDF Pulse & New. Vous voyez que même quand on est dans le secteur de l'énergie, qu'on n'est pas une love brand, on peut aussi construire une communauté d'études. 62 000 projets développés grâce à cette communauté. Cette communauté, elle fédère non seulement des usagers, on va dire, d'EDF, mais aussi des collaborateurs et aussi des startups pour déposer des projets. Et on demande à la communauté d'essayer de dire, voilà, comment on peut ensemble construire la transition énergétique de demain. Donc, on voit bien qu'on a aussi là une belle raison d'être à l'origine de cette communauté. Une mécanique d'animation qui est forte aussi, puisque je gagne des points, je gagne des cadeaux, et plus je contribue, plus bien évidemment je suis récompensé. Donc, ces communautés, elles sont importantes aussi parce que ce levier aussi de mécanique d'animation, l'intérêt d'une communauté, encore une fois, pour moi, ce n'est pas uniquement qu'elle partage les valeurs d'une marque, ou qu'on se reconnaisse dans un combat de marque. Sinon, ça reste une conversation, je dirais, un peu de salon qui nous fait plaisir, mais c'est surtout qu'elle soit active, qu'elle donne son avis, qu'elle échange, qu'elle fasse grandir la marque. Et c'est ça qui va engager ses membres. Donc, il faut lui donner un rôle. Et quand on fait bouger les lignes, c'est là-dessus qu'on crée de l'engagement et de l'adhésion. Donc, ce sujet, en effet, de l'animation, dans le benchmark qu'on a fait, nous, sur les communautés, beaucoup de retours clients qui avaient mis en place des communautés nous ont dit le plus difficile, ce n'est pas de monter la communauté, c'est de faire vivre et qu'elle continue. Voilà. Donc, il faut recruter en permanence.
Il y a dans une communauté, on va dire, il y a une règle un peu de 1,9,90, c'est-à-dire sur 100 personnes qui rejoignent la communauté, il y en a 90 qui vont être un peu spectatrices, voilà, qui vont regarder ce qui se passe, qui vont être informés des échanges entre les membres de la communauté. Il y en a 9% qui vont contribuer un peu occasionnellement, et il y a 1% qui va vraiment être ambassadeur, très proactif, défenseur de la marque. Donc ça, c'est extrêmement important aussi de garder ces ratios. Et dans une communauté, pour moi, contrairement aux réseaux sociaux où on va plutôt chercher du volume et de l'audience, dans une communauté, on va plutôt chercher de l'engagement et de l'adhésion. Et c'est ça qu'il faut réussir. Voilà. Et c'est pour ça que ces raisons d'échec aussi, des fois, on confond volume et engagement. On va demander à la communauté un peu de tout faire. Et c'est là où on commence à se prendre un peu les pieds dans le tapis. Et puis, bien sûr, vous allez en parler tout à l'heure, hein, il y a le fameux objectif business. Les marques qui créent des communautés, je ne parle pas les communautés comme les sentinelles, je dirais un peu de pair à pair, mais qui créent des communautés, veulent forcément un retour sur investissement. Et donc, il faut mesurer le user content qu'on a créé en plus, la création de trafic qu'on a fait grâce à la communauté sur le site, l'augmentation de panier moyen, le taux de conversion, parce qu'avant d'acheter un produit, on a fait appel à la communauté et le taux de conversion va augmenter d'un point ou de 20% sur les différentes communautés. Donc ça, c'est extrêmement important d'assigner des objectifs business, même si on a une vocation, je dirais, très citoyenne, très RSE, très sociétale au départ, eh bien, il faut l'alimenter, il faut la nourrir, et les deux sont absolument pas incompatibles. Avant-dernier, je dirais, raison d'échec, c'est que il y a plein d'acteurs qui proposent des plateformes communautaires. Et c'était d'ailleurs un des étonnements d'Equancy quand on a réalisé ce benchmark. On s'est dit, bon ben voilà, il y a des solutions de plateformes communautaires. Et en fait, quand on regarde sur les 4 vocations de ces communautés, hein, donc inspiration, co-construction, entraide, études, eh bien, il y a des typologies d'acteurs. Et si on veut faire une communauté d'entraide, ce ne sont pas les mêmes acteurs, ce ne sont pas les mêmes plateformes communautaires que si on veut faire une communauté d'études ou une communauté d'inspiration. Et donc ça, c'est extrêmement important, encore une fois, de bien cadrer sa communauté et de choisir l'éditeur qui correspond au projet communautaire qu'on a envie de développer. Et puis, dernier sujet, c'est un peu ce que disait Guillemette, c'est qu'à un moment, il faut accepter de lâcher. Voilà. Une communauté, ça ne reste pas. Alors, OK, la marque finance, mais l'intérêt aussi, c'est d'avoir cette authenticité de parole et donc d'accepter d'être critiqué, d'accepter qu'il y ait des contributeurs qui prennent la défense, qui connaissent mieux vos produits parfois ou mieux votre marque que certains meilleurs vendeurs de la marque. Et la communauté, elle prend son envol. Et ça, il faut l'accepter et même l'aider à déployer. C'est un peu comme un enfant, hein. On lui donne toutes les cordes pour qu'elle puisse avancer dans la vie. Et à un moment, il faut accepter de la lâcher. On a aidé nos clients et nos membres communautaires à bien grandir ensemble, à partager, je dirais, un corpus de valeurs, de projets dans lesquels ils se reconnaissent. Et après, le projet est autant le leur que celui de la marque. Et ça, il faut l'accepter. Et certaines marques ont parfois du mal à lâcher un peu la bride sur les membres de leur communauté. J'aime beaucoup, Bertrand, ce parallèle très résonnant sur c'est comme un enfant qu'il faut… Les débuts peuvent être compliqués, mais il faut faire confiance à la suite. Je vois le temps qui défile à toute vitesse. Et du coup, ce que je vais peut-être t'inviter, merci beaucoup pour ces points, c'est à nous expliquer, au-delà donc, des raisons qui pourraient faire échouer, je sais que tu pourrais continuer à expliquer plus en profondeur chacun des points, ce qui va définir au sein de ces communautés de façon plus large une relation d'exception entre une marque et un client. Ouais, merci Julie. Oui, dans le prolongement, hein, avec l'avènement du digital, la raison d'être d'Equancy, c'est vraiment d'accompagner encore une fois ces clients sur les 3 transformations que vivent tous les secteurs d'activité et toutes les entreprises, la transfo digitale, la transfo data et la transfo client. Et dans cette transformation client, qui est plutôt le sujet, la practice dont je m'occupe chez Equancy, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les marques sont une forte notoriété, plutôt une bonne image, etc. Et que la différence se fait sur finalement la relation que j'établis entre la marque et ses clients. Et donc, il y a une nécessité, on voit des marques qui ont une image sublime, une notoriété extraordinaire et qui parfois
ne sont pas à la hauteur de leur réputation, de la qualité de leurs produits, de leur côté premium ou que sais-je, dans leur relation, la relation qu'elles établissent avec leurs clients. Et celles qui font la différence, pour moi, c'est celles vraiment qui réussissent à mieux marketer et à mettre en place et développer cette relation d'exception avec leurs clients. Alors, on a pour définir et pas juste avoir quelque chose de théorique, hein. Il y a 6 dimensions aujourd'hui qui définissent ce qu'est une relation d'exception. Une relation d'exception, elle est par définition extrêmement simple. Aujourd'hui, on a horreur, même si notre monde est extrêmement complexe et compliqué, le consommateur a un besoin terrible de simplicité et tout le back-office du digital et de la data. Donc, à mon sens, qu'une vertu, c'est de rendre très, très simple les interfaces, très, très simple les parcours pour les clients. Le deuxième sujet, c'est la singularité. Quand vous regardez ce que vous recevez des marques, vous enlevez le logo de la marque et il y a plein de marques où vous pouvez vous dire « je ne sais pas qui me parle ». Et ça, pour moi, à l'ère, on est quand même au XXIe siècle, on fait plutôt du bon marketing, des excellents acteurs dans le conseil, dans les agences pour aller singulariser, se différencier par la relation, mais en termes de sémantique, de champ lexical, on est extrêmement générique. Voilà, on a tout misé sur le logo et le visuel, et puis on me parle comme si une autre marque pouvait me parler, alors que la différence et la préférence se jouent pour moi sur la singularité. Le troisième sujet, c'est d'avoir une relation extrêmement personnelle. Aujourd'hui, les clients sont prêts à payer plus pour avoir des produits personnalisés, mais aussi une relation personnalisée avec leur marque. Donc, allez-y. Et la data le permet, les solutions aujourd'hui techno le permettent. La quatrième dimension, c'est l'enrichissement. Voilà. On veut aussi que la marque m'enrichisse, qu'elle m'apporte quelque chose, qu'elle m'éduque, qu'elle m'épanouisse. On n'est plus dans une relation stricto sensu mercantile et marchande. On veut un supplément d'âme aussi dans la relation avec sa marque. C'est les marques qui gagnent. Bien évidemment, on veut que la marque soit adossée aussi à une série d'engagements, une filière courte, un engagement sociétal, des combats de marque. Et Patagonia, par exemple, fait ça extrêmement bien. Ce n'est pas les premiers en termes de prise de parole média, mais c'est vraiment les premiers dans les combats de marque. Et puis, je rejoins encore ce côté multi-accès, hein, et qui va aussi dans la simplicité, c'est qu'à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en physique, en digital, en hybride, sur mon smartphone, sur mon réseau social, je veux pouvoir avoir accès à la marque, échanger avec elle, la féliciter, me plaindre, demander une information sur un produit. Et les marques qui n'arrivent pas à se rendre accessibles aujourd'hui perdent énormément de points dans le cœur de leurs clients et de parts de marché. Et ça, c'est un peu plus grave aussi pour elles. Super, merci beaucoup. Timing tenu, bravo. Merci à tous les trois. On a répondu aux questions au fil de l'eau, ce qui explique, voilà, j'ai fait quelques petites incartades et j'ai pris une partie des questions en directement dans le chat. Merci à ceux qui ont partagé des retours enthousiastes, ça nous fait très sincèrement plaisir. On va clôturer cette session sur ces mots-clés de simplicité, de singularité, personnel, enrichissant, engageant, multi-accès. Simplement parce qu'en fait, tous les cas que vous allez voir dans la journée, que ce soit l'exemple de Somfy en fin de matinée, l'exemple d'Eiffage et l'exemple d'AG2R et CACF répondent à tous ces points. Donc, ce sont aussi des exemples concrets et héroïstes de communautés qui fonctionnent. Je vais m'apprêter à couper le live dans quelques instants. Je vous remercie infiniment toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Merci de vos questions. Merci Laurent pour ce beau jeu et nous qui nous a fait notre fil rouge. Merci Guillemette pour l'exemple des sentinelles qui, je pense, parle à tous et permet de regarder les communautés sous un angle différent, mais au final, on parle de la même chose. Et merci Bertrand pour tes bonnes pratiques et cette dimension de cadrage qui nous permet de nous rassurer aussi et de nous dire que tout est possible si l'on y va avec méthode et enthousiasme. Donc voilà, je vous invite évidemment à poursuivre la journée à travers nos prochaines keynotes, notamment la keynote Fan Voice où on présente notre roadmap produit, notre vision stratégique. Nous allons y annoncer des partenariats et il y aura des scoops aussi. Donc, si vous voulez, je tente du buzz. Voilà, rejoignez nos keynotes évidemment, assistez à celle de Somfy et très bonne journée. Merci à tous et encore une fois, Guillemette, Laurent, Bertrand, merci à vous. C'était passionnant de vous écouter. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Ciao. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci.